Bonjour à tous et bienvenue pour ces résultats de ce sondage sur vos meilleurs amoureux et amoureuses Disney. Liste des amoureux et amoureuses Disney, principalement amoureuses. Voilà, je pensais qu'il y aurait un peu plus de matière que ça au moment où j'ai commencé à réfléchir à la liste. Et je me suis rendu compte au bout d'un moment que, ouais, il n'y a pas des masses de persos particulièrement marquants là-dedans. Hein, faut dire ce qui est. Et donc j'ai dû piocher un petit peu assez loin pour essayer de faire une liste qui soit pas trop courte. Ce qui nous a donné cette liste avec pas mal de noms qui, pour beaucoup, sont très oubliables, pas intéressants, et je comprends aisément qu'une partie d'entre eux n'ait pas été votée ou quoi que ce soit. Bien, je vais vous donner mon top 5. Alors, on ne vous donne pas de top 10 tout simplement parce que la liste était assez faible et 2 ne contenait pas assez d'éléments pour qu'on vous donne un top 10 qui soit significatif. Je vais commencer donc par mon cinquième élément. J'ai choisi Chang de Mulan. À la quatrième place, j'ai choisi Jen de Tarzan. À la troisième place, j'ai choisi Nala du Roi Lion, évidemment. À la deuxième place, j'ai choisi Jasmine. En première position, bien entendu, j'ai choisi Megara. Alors, ça risque d'être quand même le premier choix de pas mal d'entre vous. J'ai pas calculé les résultats au moment où je vous fais la vidéo, mais ça ne m'étonnerait pas qu'elle soit dans le top 3. Voilà, donc comme Hugo vous l'a dit, ce coup-ci, on va seulement se concentrer sur le top 5 et pas le top 10, parce que ça mérite pas de prendre les 10 meilleurs là-dedans. Cette liste ne mérite pas d'avoir 10 personnages qui sont pris dedans pour concourir. C'est bon, j'ai trouvé mon mot, concourir avec nos 10 autres personnages des autres listes. Ça mérite pas d'aller jusque là, donc c'est pour ça qu'on s'est concentré seulement sur les 5 premiers. Et rassurez-vous, le personnage du roi lion est dedans quand même, hein, ça ne change rien, c'est pas pour ça que j'ai fait ça. Par rapport à ce que certaines personnes ont déploré, qu'il manquait tel personnage comme Anna ou Christophe, je n'avais pas suivi jusqu'à présent, donc je fais un petit peu le topo. J'ai déjà parlé de ces personnages-là en tant que héros ou héroïne, ou parents. D'ailleurs, au passage, oui, étant donné que Corail est aussi une amoureuse, en plus d'un parent, j'ai réussi à la caser dedans. Je suis content, j'ai au moins réussi à casser un personnage que j'avais zappé. C'est cool, mais ouais, ces listes, elles sont vraiment à prendre les unes à la suite des autres, et chaque liste va essayer vraiment de regrouper des personnages qui diffèrent des autres. Donc ouais, bien entendu que Anna est une amoureuse, mais c'est avant tout une héroïne. Maintenant que c'est dit, on va se lancer tout de suite dans notre liste, en commençant par nos 14 bons derniers, avec, aux surprises, le bison de la ferme se rebelle, un perso que j'ai rajouté un peu à l'arrache à la fin, histoire de dire, je sais pas, il n'y a pas beaucoup de personnages masculins dans cette liste. Il compte, techniquement, puisqu'il sera amoureux de Miss Calloway, donc ok. Mais ouais, il m'a pas marqué grandement. Hein, d'ailleurs, j'ai pas compté non plus les deux bœufs débiles qui méritaient même pas d'être considérés dans cette liste. Donc ouais, il, il se remarque un petit peu, quoi. Il a un petit peu de personnalité pour être remarqué, mais sans plus, hein, je comprends qu'il soit dernier. Ensuite, les deux filles de Plains. Pareil, bah, ce sont un peu des clichés sur le principe. Hein, Ishani, c'est vraiment le cliché de l'amoureuse sans profondeur en termes de personnalité ou d'histoire. Rochelle, c'est un stéréotype qui va pas très loin, donc dernier, elle le mérite. Ensuite, Terence, là par contre, je trouve qu'il le mérite pas, même si honnêtement, ça fait partie, comme Jack, juste devant, des persos qui sont techniquement pas des amoureux, mais je voyais pas d'autres listes dans lesquelles les mettre, donc je les mets là. Ouais, vous voyez, Jack, c'est plutôt la personne pour gêner le couple Bernard et Bianca dans la suite Bernard et Bianca au pays des kangourous. Et ouais, à part le fait que c'est une espèce de parodie d'Indiana Jones sur le principe, il m'a pas marqué plus que ça. Et, et ouais, je me souviens très peu de lui à ce niveau-là. Terence, je trouve quand même que lui, par contre, il est plutôt intéressant, il a une certaine sympathie, qui se démarque bien, j'ai bien aimé dans le deuxième film. Je trouve que ce qui reposait autour de lui dans le deuxième film était très sympathique. Mais ouais, je peux comprendre, surtout parce que c'est une longue franchise qui n'est pas grandement vue par les gens
qu'il soit pas très bien placé. Moi, je trouve qu'il est sympathique. J'aime bien le fait que les films jouent sur le fait que est-ce que c'est l'amoureux de Clochette ou est-ce que c'est son ami? On sait pas trop, on reste vague là-dessus. C'est un peu mignon sur le principe. Je sais pas. Pour moi, c'est un personnage sympathique qui mérite pas d'être aussi bas dans la liste. Ensuite, la mademoiselle Birdwell dans Cusco 2, l'amoureuse de Kronk. Le peu que j'ai vu, c'était pas mal en tant que personnalité, mais je trouve qu'elle est mal incorporée. Le drame qu'on crée autour d'elle et de Kronk était stupide. De toute façon, ce film, c'est de la comédie et qui vole pas haut tout ce film. Donc, le boulanger, ouais, il y a quelques petits moments mignons avec Anastasie, mais ouais, pas très mémorable. Hein. C'est comme le bison, c'est histoire j'avais pas assez de personnages masculins, il fallait que j'en mette un petit peu. Après, je suis un peu surpris et déçu de voir les deux princes charmants à la suite, Cendrillon et Blanche-Neige. D'ailleurs, surtout Cendrillon avant celui de Blanche-Neige, alors que le prince charmant de Blanche-Neige n'a aucune personnalité. Et surtout, je serais d'accord hein, si vraiment on devait comparer seulement par rapport au film Cendrillon et au film Blanche-Neige sans penser aux suites. D'accord, ils se valent à peu près. Mais ça, je suis désolé, pour moi, il faut quand même prendre en compte Cendrillon 3 pour le développement du personnage. Dans Cendrillon 3, il est très intéressant. Enfin, il est intéressant. Il a une personnalité un peu développée, il a de bonnes réactions. Son alchimie avec Cendrillon sur 100+, c'est pas juste le trophée de l'héroïne, hein, contrairement au prince charmant de Blanche-Neige. Donc ouais, c'est pour ça que je suis un peu déçu qu'il soit en dessous du prince charmant de Blanche-Neige. Pour moi, il aurait dû être mieux placé. Holy Shift 12 de Cars 2, j'ai du mal à le dire ce nom. J'aime beaucoup sa personnalité. C'est une rookie dans l'espionnage. Je trouve qu'elle le joue bien. Le problème, c'est que elle est définie en tant qu'amoureuse. C'est un peu son problème à elle parce que voilà, et au bout d'un moment, elle devient amoureuse de Martin sans raison apparente. Parce qu'il a montré qu'il pouvait être un peu intelligent. Hein. Ouais, je suis amoureuse de lui maintenant. Ouais. Donc ouais, en gros, ce qui la place aussi bas, à peu près pareil pour moi, c'est le fait qu'elle soit définie en tant qu'amoureuse en fin de compte. Mais vraiment en tant que personnalité à part, comme ça, je trouve qu'elle est très sympathique. Voilà. La fille écureuil, j'arrive pas à croire que vous l'ayez placée aussi haut, quoi. J'imagine que c'est pour le moment où elle essaye de sauver Arthur parce qu'elle est amoureuse de lui, ça lui donne un petit peu de courage, tout ça, sans doute. Puis en dehors de ça, c'est juste la fille qui débarque et qui ah, j'aime ce garçon, je veux l'embrasser, sera avec moi, non. Non, bof. Hein. Et puis je sais pas, vous essayez de nous faire ressentir de l'émotion lorsqu'elle découvre qu'elle peut pas être avec le garçon qu'elle aime et qu'elle a connu pendant 5 minutes. Oh, je suis tellement triste. Oh là. Donc non. J'en sais rien quoi. En termes de personnage, ça va pas très loin. Hein. En termes de leçons que ça veut enseigner, qu'on veut tirer là-dessus, c'est pas affreux, mais personnage en lui-même. Ensuite, pareil que Holy Shift Well, Sally Carrera, parce que, à nouveau, ouais, vous n'êtes pas fan de Cars, vous qui me suivez, ça se sent clairement, et je comprends parfaitement pour Sally Carrera, surtout dans les suites. Dans le premier film, elle était très attachée à son patelin, elle voulait le protéger, elle voulait faire en sorte qu'il regagne un peu sa gloire d'avant, et je trouvais que c'était une très jolie motivation de personnage. Dans les suites, punaise, elle fait, elle fait tapisserie d'une force. C'est insultant pour le personnage et je trouve que ça ne l'aide pas. Parce que oui, je dis que une suite peut arriver à peaufiner davantage un personnage, à faire reconsidérer un personnage, et des fois ça peut pas être forcément bien. C'est pour ça que j'ai tellement peur de découvrir les suites de La Belle et la Bête parce que j'adore tellement le personnage de Belle et je sens qu'ils vont me la foutre en l'air d'une force cette suite. Mais ouais, faut dire quand même savoir que Cars 2 et Cars 3 sont quand même dans la continuité, sont faits par Pixar ces films-là, contrairement aux suites de La Belle et la Bête qui sont pas faits par le même studio que le film de départ. Donc ouais, ça a un peu plus de poids et c'est un peu dommage pour le personnage. Voilà, mais bon, malgré tout, les Holy Shift Well, je les aurais mis un tout petit peu plus haut. Cela dit, je comprends un peu ces places-là. Daisy ensuite, ouais,
Et comme pour Minnie, elles sont pas aussi bien placées que ce à quoi je m'attendais. Mais j'imagine que elles, comme Minnie, doivent être vues comme des versions féminines de leur équivalent masculin, Mickey et Donald, qui n'ont pas qui n'ont pas le même poids, le même intérêt. Daisy, je l'ai pas mise aussi bas, mais je peux comprendre un peu cette place. Ensuite, David, là par contre, je comprends pas. Ok, je suis complètement d'accord avec le fait que c'est dommage qu'il soit pas davantage exploité dans les suites, mais n'empêche qu'il a quand même un rôle de soutien plutôt touchant et marquant dans le premier film. Et ça le mettrait clairement pas dans mon top 10 ou quoi que ce soit, mais même pas dans le top 25, il y a énormément de personnages qui sont bien moins réussis que lui, bien moins marquants, qui sont dans les places suivantes. Je comprends pas. Je comprends vraiment pas. David est plus intéressant qu'énormément de personnages qui sont devant, personnellement. Ensuite, on a Princesse Atta. Très générique sur le principe. Après, elle a une personnalité sympathique, hein, c'est pas le problème, mais disons elle a un côté très générique dans sa fonction au sein de l'histoire qui fait que, ouais, c'est pas non plus sensationnel, je comprends un peu cette place. Nira, dinosaure, oui, quand même, Princesse Atta méritait d'être devant Nira, parce que si la Princesse Atta est un peu générique par moment, Nira, elle est totalement générique, hein, mais genre totalement. Le seul truc qui aurait pu la rendre un tant soit peu intéressante, c'est son lien avec son frère. Seulement, c'est tellement peu exploité, surtout à la fin, quand on chie un peu dessus en disant ah, j'ai pleuré mon frère, oh, c'est bon, maintenant je vais faire des œufs avec mon amoureux. Ouh, en deux temps, trois mouvements, non, cette femme n'a aucun intérêt. Je l'ai mise dans les dernières. Je crois même que j'ai même pas voté pour elle, tellement je la trouvais inintéressante. Ensuite, on a Roxane de Dingo et Max. Bon, là, j'ai un petit peu triché parce que j'ai pas vraiment envie de compter ces films-là dans la liste. Ouais, je compterai pas d'autres personnages. Je compterai pas Patibulaire. Enfin, si, peut-être pas Patibulaire en tant que grand méchant iconique, de même genre que Mickey est un héros, mais je compterai pas le fils de Pat et d'autres trucs comme ça. Non, donc ouais, je l'ai mise parce que voilà, il manquait des personnages et je me doutais bien qu'elle serait pas dans le top 5. Après, moi j'aime bien le personnage, elle est assez mignonne, charmante. Dommage qu'elle soit pas davantage reprise après et qu'on l'oublie complètement le film suivant. C'est très dommage ça, mais voilà. Ensuite, nous avons Ange. À côté, je suis d'accord pour dire que ça n'est pas le personnage de la montrer allumée, Scamp, au début. C'est un peu elle qui s'attire les ennuis, entre guillemets. Enfin non, pas entre guillemets, oui, Scamp c'est les ennuis, c'est elle qui s'attire les ennuis carrément à la base. Après, c'est le début, quoi, qui est pas le personnage. Après coup, je trouve qu'elle est bien réussie. Et je vais pas m'étaler trop longtemps là-dessus parce que je sens que d'ici pas très longtemps, il y aura toute une vidéo qui me permettra de m'étendre davantage sur ce personnage. Mais ouais, pour moi, il est réussi. Il est vraiment réussi. Je l'ai mis dans mon top 20. Très, très bon personnage celui-là. Ensuite, donc, Minnie, j'en ai déjà parlé. Mais je suis surpris qu'elle soit pas dans le top 20, vu qu'elle est quand même assez iconique sur le principe. Mais mine de rien, oui, vous n'avez pas mis Dingo très haut placé dans notre liste des héros masculins. Donc ouais, le fait que ce soit iconique sur le principe, c'est pas forcément un critère à prendre et je comprends très bien. Moi-même, j'ai mis dans ces eaux-là. Donc ouais, elle est mignonne. Elle peut être un peu choupie par moment, mais en termes de personnalité, elle ne la trouve pas excessivement marquante en soi. Voilà, ça fait. Contrairement à Daisy qui se démarque de Donald, là ça fait légèrement Mickey bis, version féminine, presque. Hein. Bon, bien entendu, il y a quelques petits détails qui changent, mais à peu de choses près, c'est ça. Donc, je comprends un petit peu ça. Ensuite, nous avons Hello Nui. Non, il pas d'être dans le top 20. Qu'on soit bien d'accord, la première apparition d'Hello Nui est pas mal. Pas extraordinaire, mais pas mal. Mais après, ça devient vraiment l'amoureuse de service sans profondeur qui ne sert à rien. Honnêtement, elle sert tout juste à faire échapper Tara, mais honnêtement, il aurait pu s'échapper de n'importe quelle autre façon qu'elle et ça aurait été pareil. Je... Euh, Elle a... Comme tous les personnages, elle arrive à avoir quasiment aucune profondeur. Et oui, elle fait que glousser la moitié du temps, ça n'est pas aussi. C'est pas l'un des pires personnages du film, mais elle quand même pas d'être au top 20, même avec tous les personnages très moyens qu'il y a là-dedans. Ensuite, nous avons la bergère de Toy Story 1 et 2. Très générique celle-là. Vraiment. Dans le premier Toy Story, elle est pas mal, je trouve, mais pas transcendante. Dans le deuxième, elle fait vraiment rôle de figuration.
Ouais. Pas grand chose à dire là-dessus, je mérite pas d'être dans le top 20 non plus pour moi celle-là. Après Shanti du livre de la jungle, là je pense, j'espère que vous avez pris en compte la suite pour ça, sinon c'est pas logique. Donc c'est pour ça que je pose la question, si vous avez pas pris en compte la suite pour parler du prince charmant de Cendrillon et que vous avez pris en compte la suite pour parler de Shanti, c'est dommage quoi, parce que voilà, moi je... Dans la suite, elle est pas mal. Je ne vais pas en parler grandement en détail dans la critique qui ne va pas tarder à arriver, mais ouais, elle est pas mal en soi. Après, j'ai vu plus poussé que ça, plus profond que ça en tant que personnage. C'est l'affichage en contraste avec le garçon qui veut tout, qui veut se déchaîner et tout. C'est très basique sur le principe, mais ça reste mignon sur le principe aussi. Donc, ouais, rien de grandement transcendant. J'ai mis un peu plus haut, un peu plus bas que ça quand même, hein. Ensuite, on a Vixie de Rox et Rocky, là aussi, Sérieusement, il y a pas mal de persos avant qui mériteraient davantage ses places que ceux-là. Vixie, c'est la fille qui est là pour être avec le mec, avec le héros, quoi. Le héros a besoin d'être avec une fille, paf, on la balance. Là-dedans, elle a aucune profondeur pour elle, elle sert juste à être l'objet de désir du mec qui lui tombera dans les bras de façon très insultante au passage. Non, mérite pas du tout cette place pour moi. Ensuite, on a Corail, un beau personnage de mère. Oui, il y a quelqu'un qui a dit en commentaire qu'elle est très importante, qu'elle a beaucoup plus de poids en tant que personnage maternel qu'en tant que personnage d'amoureuse. Je suis complètement d'accord, hein. On est bien d'accord. À la base, j'aurais dû clairement la mettre dans les personnages des représentations parentales. Malheureusement, qu'est-ce que vous voulez? Je sais pas quoi dire de plus. J'ai oublié, hein. Cette fois, j'ai essayé de penser à elle pour ça. Et ouais, en tant que femme, elle est basique. Ce qui est intéressant, bien entendu, c'est tout son attachement vers ses enfants, le sacrifice qu'elle est prête à faire sur un coup de tête, etc. C'est un personnage très marquant sur les quelques minutes où elle apparaît au début. Je l'ai pas mise tout à fait aussi haut, mais pas loin, donc je comprends un peu cette place. Ensuite, nous avons Rita, Oliver et compagnie, ouais... Non. Ok, alors c'est un personnage qui sur le principe pourrait être pas mal, mais il n'est pas développé. Voilà, au début, quoi, le début de micro-lien qu'elle crée avec Oliver et cette espèce de pseudo-relation père-mère de substitution vaguement qu'ils ont envers Oliver, ça aurait pu être intéressant, c'est pas développé, ça va pas plus loin, et une fois que Oliver est barré avec sa nouvelle maîtresse, ça joue plus là-dessus et elle fait figuration, hein. Elle passe au second plan, elle n'a plus aucun intérêt cette fille, sachant qu'au début elle n'avait pas un intérêt énorme non plus. C'est c'est, euh, c'est un truc avec ce film, comme j'ai déjà dit, il y avait beaucoup de potentiel, mais qu'ils n'ont pas su exploiter vraiment. Et pour ça que ce personnage, ouais, pas marquant du tout en fin de compte, alors qu'il avait le potentiel de l'être. Donc, pas passé aussi haut non plus. Ensuite, nous avons Abby. Là, par contre, je suis bien content. Je m'attendais tellement, vu à quel point Chicken Little est détesté, qu'il soit même pas dans le top 20, mais il est dans le top 15. Cool. Et ouais, j'aime beaucoup ce personnage. Elle a de la répartie. Comme je dis, je trouve que une chose que j'aime bien avec ça, c'est que contrairement à tous les persos féminins qu'on a, à quelques très très rares exceptions près, c'est une amoureuse qui n'est pas physiquement attrayante sur le principe. Elle a un côté laid, vilain petit canard, c'est fait exprès là-dessus, sur lequel il joue, bon, de façon plus ou moins intelligente par moment. Et je trouve que ça accentue un petit peu son lien avec Chicken. Moi, j'ai mis un tout petit peu plus haut et je suis déjà bien content qu'elle soit aussi bien placée parce que ouais, j'aime beaucoup ce personnage. Ensuite, nous avons Féline. Ouais. Elle est pas mauvaise en soi. Je trouve qu'elle a quelques moments de personnalité, surtout en tant que fille, avec Bambi au début du film, qui était pas mal. Ouais, on sent que c'est la fille espiègle, qui est pas non plus juste, qui servira pas juste d'amoureuse, à qui essaye de donner un peu de personnalité, mais c'est un petit peu comme Bixie après coup, au bout du compte, ça sera l'amoureuse de service. Voilà, et dans le second film, c'est juste la fille qui apparaît de temps en temps, et Bambi, il lui fait les yeux doux, alors qu'à la base, enfin bon,
pas grand chose pour moi, ce personnage-là. Et après, je trouve qu'elle mérite quand même un peu plus cette place que d'autres personnages un peu avant. Voilà, je la mets pas dans mon top 15, j'ai mis en haut de mon top 20 parce que voilà, elle a un petit côté un peu espiègle qui passe pas trop mal dans le premier film. Elle est mignonnette dans le second, donc ça va un petit peu. Célia, alors ça c'est un personnage que j'aime beaucoup sur le principe. Elle a son petit côté crise de jalousie, son design, hein, bon, design un peu particulier qui va très bien dans ce monde-là. Son petit arc avec Bob qui est plutôt prenant d'un point de vue comique, mais même un petit peu d'un point de vue sentimental aussi. Quand elle se rend compte qu'il dit la vérité, que tout ce qui lui est arrivé est vrai et qu'il a une bonne raison de s'éloigner d'elle pendant un petit moment et qu'elle décide de l'aider un petit peu à la fin. Un peu dommage que ça ne soit pas allé plus loin que ça, mais ouais, c'est déjà sympathique. Elle n'en fait pas assez pour être aussi haut pour moi. Mais je ne l'ai pas mis très loin de cette place. Ensuite, nous avons Eric de la Petite Sirène. Je m'attendais à ce qu'il soit dans le top 10, celui-là. Et même pas. Et ben, dites donc. D'ailleurs, je ne suis pas le seul. Il y a même Hugo qui m'a dit, ah, c'est surprenant, donc, qu'il soit aussi mal placé. Enfin, aussi mal placé, entre guillemets. Enfin, c'est le genre de personnage qu'on s'attendait à voir dans le top 10. Et moi, j'aime bien son arc dans le premier film. Voilà, cette espèce d'arc où il recherche une espèce de vision idyllique de la personne à aimer et qu'il se rend compte qu'il a déjà auprès d'elle là, une femme qui est prête à être avec lui, avec qui il ressent quelque chose. Cette espèce de quête qui doit apprendre à abandonner pour être avec la femme et qui lui est accessible. C'était intéressant ça. Ça aurait pu être davantage développé comme je l'ai dit. Et ouais, le petit drame autour de lui et Ariel pendant un petit moment était bien fait. J'ai bien aimé ça. Après, je serais d'accord pour dire que dans la suite, je tapisserai aussi. C'est très dommage. C'est un peu comme le personnage de Sally dans Cars, quoi. Premier film, super. Après, voilà, mais ça n'empêche que dans le premier film, il était très bon, donc ouais, je m'attendais vraiment à le voir au moins dans le top 10. Cela dit, il est battu par Chicha de Cusco. Je m'attendais pas à ce qu'elle soit si bien placée, et ça me dérange pas une seconde, parce que ouais, j'aime bien ce personnage aussi. C'est une mère autoritaire avec du tempérament et aussi une certaine chaleur qui passe très bien. C'est un personnage d'amoureuse en tant que fonction très bien géré, c'est-à-dire que oui, elle est au second plan par rapport à son mari, c'est clair, mais quand elle arrive à être un petit peu devant le cadre, elle arrive à se faire remarquer, à montrer vraiment le lien qu'elle a avec Pacha, et aussi le fait que ce soit une relation de longue date, c'est aussi quelque chose qui est relativement rare chez Disney, ça, quand on montre un couple qui existe déjà depuis un certain temps. En règle générale, c'est souvent un homme et une femme qui se rencontrent et puis il doit y avoir une relation qui se crée entre eux. Et ben là, non. C'est pas le cas. Chicha et Pacha sont ensemble depuis longtemps. Ils ont un passé ensemble qui se ressent très bien. Et je pense que c'est ça qui les a démarqués un petit peu, ce couple-là, et qui a fait en sorte que Chicha soit bien placé, qu'ils ont une particularité que très peu de couples ont dans les films Disney. Et ouais, j'aime bien ce personnage, je l'ai pas mis tout à fait dans le top 10, mais vraiment pas très loin. Ensuite, nous avons Chang de Mulan. Pas forcément le personnage le plus transcendant du film, mais il passe tout à fait correctement. Il a un peu de charisme, hein, mais pas assez peut-être pour être considéré comme un héros. Hein, on l'avait pas mis dedans parce que aussi son rôle n'est pas forcément très important. Il a un rôle un peu plus, on peut plus le qualifier par ce rôle d'amoureux que par ce rôle de héros. Ce qui est assez amusant entre guillemets à remarquer, c'est on peut se poser la question si au début il n'est pas un peu amoureux de Ping à la place de Mulan. Je me suis déjà posé la question en revoyant le film. Je sais pas, vous direz peut-être ce que vous en pensez. Enfin, moi, j'ai cette impression-là. Mais après, c'est peut-être moi. Le mec le mieux classé dans cette liste. Je m'attendais vraiment à ce qu'il tombe au moins dans le top 7, mais non. Pour réagir un petit peu à ce qu'a dit Hugo, moi aussi, j'ai toujours eu cette petite impression qu'il avait une espèce d'attirance envers Ping et qu'il n'osait pas une seconde l'assumer parce que
voilà, ça a dû lui envoyer deux signaux très contraires dans sa tête. C'est-à-dire, voilà, cette personne m'attire vraiment particulièrement, mais d'un autre côté, je suis pas du tout attiré par les mecs. Donc, ça crée un truc très intéressant. D'ailleurs, la Nostalgia Chic a fait une vidéo là-dessus et elle s'en est un petit peu moquée. À la fin, quand il s'est rendu compte que c'était une fille, il a vu dans une de ses expressions là, une espèce de regard de soulagement. Ah, je ne suis pas gay. C'est un petit peu ça. Après, il faut pas non plus voir ça comme un truc homophobe. Vraiment, c'est pas vraiment comme ça que je l'interprète. C'est juste que voilà, c'est pas ce qui ça lui provoque des émotions contraires, quoi, c'est tout. Et j'ai bien aimé ce petit couple. Le fait qu'à la fin, ça se résolve pas tout de suite, quoi. C'est pas, ils se tombent dans les bras, ils s'embrassent. Il y a un épilogue qui dit que c'est bien parti pour eux. Et il y aura une concrétisation dans la suite qui est moyenne, hein, très à redire, mais ouais, dans le premier film, il passe très bien, et son identification à Mulan est très forte. Je trouvais que c'était très bon ça. Ensuite, nous avons Kida de Atlantide. Je reconnais que c'est un bon personnage, le peu de temps où arrive à briller. Seulement voilà, c'est le peu de temps où elle arrive à briller. Comme je l'ai dit, quoi, 20 minutes. Elle brille pendant 20 minutes dans ce film. Le reste du temps, soit elle est absente, soit elle brille, mais c'est juste un espèce de gros diamant, quoi, c'est tout. Mais elle brille pas vraiment en tant que personnage à ce moment-là. Donc, non, non, je l'ai pas mise aussi haut à cause de ça, parce qu'elle a trop peu de temps pour elle. Ce qui fait que c'est un peu dommage, quoi, quand elle devient juste la demoiselle en détresse et c'est tout à la fin, c'est bof. Ensuite, nous avons Colette de Ratatouille. J'aime beaucoup ce personnage pour sa personnalité. Le gros problème, et c'est comme d'autres personnages aussi, c'est que en tant qu'amoureuse, étant donné que c'est pas un perso principal, eh ben elle est souvent mise au second plan et on a tendance à la répudier un petit peu par rapport à ses capacités. Du début à la fin, Colette passe pour une branque en comparaison avec Rémi. Elle sait jamais faire les bons dosages, elle sait jamais prendre parfaitement les bonnes décisions. C'est toujours Rémi qui arrive pour trouver mieux qu'elle. C'est clairement ce que ça veut insinuer par moment et c'est dommage parce que ça rabaisse le personnage. À certains moments, ça aurait été cool de la montrer, donner de bonnes idées, montrer que elle et Rémi peuvent se compléter un petit peu avec leur talent culinaire, mais non. C'est un peu dommage pour ça. Après, son couple avec Linguini est joli. J'ai pas à le nier, je l'ai pas mise aussi haut, mais je comprends un peu cette place par rapport à ça. Par contre, je comprends pas pour Belle Marianne. Je... Qu'on soit d'accord, je ne déteste pas ce personnage. Elle a un côté très gentil, très maternel envers les enfants qui viennent lui dire bonjour, etc. Et son petit couple qu'on voit avec Robin des Bois est assez joli, je ne vais pas le nier, mais elle contribue à rien. Genre rien du tout, quoi. Elle est là, elle est spectatrice au début, qui à la fin elle disparaît complètement jusqu'à avant la scène du mariage. D'ailleurs, c'est pas la peine de le préciser, je sais qu'il existe une fin alternative où elle agit un petit peu, elle a un petit rôle et ça aurait pu être pas mal. Donc c'est un peu dommage, mais oui, je la juge par rapport au film lui-même. Et par rapport au film en lui-même, je trouve qu'elle manque un petit peu d'incidence dans la résolution, dans une quelconque résolution au fil du film pour que ce soit un personnage aussi bien placé, d'un point de vue tout à fait personnel. Donc ouais, je l'ai pas mis dans le top 10 et je suis surpris qu'elle soit aussi bien placée. Je vous le cache pas, je m'attendais clairement pas à ce qu'elle soit à ce niveau-là, Belle Marianne. Et c'est là qu'on tombe dans le top 5 en commençant par Ellie de là-haut. C'est compréhensible qu'elle soit à cette place. Après, par rapport à d'autres personnages, je trouve qu'elle apparaît un peu trop peu, mais je comprends aisément qu'elle soit aussi bien placée parce qu'elle a une très forte importance par rapport à son lien avec Karl. Elle est touchante, elle complète très bien Karl, elle représente un peu la quête que se fait Karl dans sa tête. Dans un sens, elle est très similaire à Mufasa dans ce principe-là, quoi. Comme quoi Mufasa représente quelque chose, une espèce
de signification très symbolique dans la vie de notre héros, même après sa mort. Pareil pour Ellie, c'est quelque chose de très symbolique dans la vie de notre héros, même après sa mort, jusqu'à la fin du film. Donc c'est très fort à ce niveau-là, je peux pas nier. À nouveau, je pense que c'est juste en termes de présence en soi, c'est qu'elle manque d'être dans le top 5 personnellement. Elle est dans le top 10 mais pas dans le top 5 pour moi, pour ça. Voilà, parce que aussi c'est vraiment en termes de symbolique qu'elle représente grand chose par rapport à Karl. Contrairement à Mufasa, qui a au moins qui a eu vraiment le temps de s'instaurer une personnalité avant de mourir, Ellie c'est un train de vie qu'on montre, mais c'est pas vraiment une grande personnalité. On a juste la personnalité enfant, mais en dehors de ça, je trouve que sa personnalité n'est pas énormément développée de son vivant pour être aussi haut placé. À nouveau, hein, j'aime beaucoup ce personnage, je ne trouve pas qu'elle a volé sa cinquième place, c'est juste que j'essaie d'expliquer pourquoi pour moi elle n'est pas tout à fait aussi haut placée que vous. C'est tout. Ensuite, le top 4 arrive et sans grande surprise, les 4 premiers, hein, c'est ceux que tout le monde a vu venir. Hein. Par contre, la surprise, ça va être dans quel ordre? Eh ben, pour commencer, le numéro 4, c'est Nala. Pas étonnant qu'elle soit là. Hein. Très bon personnage, hein, mais pareil, pour moi le meilleur personnage d'Orion, bon bah, à force que je vous dise que c'est pas eux, vous allez forcément deviner qui c'est. Nala, bah oui, bon personnage d'amoureuse, un peu basique quand même, un peu bateau. Elle a elle a pas une grande personnalité, mais bon, ça reste quand même très 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 correct. Je le redis, pour moi, c'est clairement pas, elle a clairement pas le matériel d'héroïne. Hein, oui, parce qu'il y a des gens qui disent ah mais Nala, héroïne, non, non, elle sert vraiment à servir le personnage de Simba. Voilà, elle n'a pas de grande importance en elle-même, alors qu'elle avait de quoi avoir de la grande importance. Elle a ce besoin de défendre un petit peu son peuple, après que Scar a pris le pouvoir, et elle n'aime pas cette nouvelle situation, ça se ressent très bien là-dedans. Elle veut faire en sorte que tout s'arrange. Le gros problème, c'est qu'elle doit se reposer sur Simba. Elle veut tout faire en se reposant sur Simba dans ce film. Ce qui fait que elle a aucune prise d'initiative presque en elle-même. Vraiment, hein, si vous regardez Shisha par exemple d'avant, Shisha a quelques prises d'initiative là-dedans. Hein. On sent qu'elle veut participer, qu'elle a des idées qui viennent un peu d'elle. Là, Nala, elle arrive, elle dit Simba, faut que tu fasses quelque chose. Nous, on peut rien faire, nous les lions, hein, parce qu'on a absolument besoin d'un mec derrière lequel se tourner. Ça sera un truc dans la critique, ça. Mais à aucun moment elle a l'occasion de briller d'elle-même, elle doit toujours se reposer derrière Simba. Toujours. Et ce qui fait que c'est pour moi une amoureuse assez mal gérée dans sa fonction parce que elle n'est vraiment définie que par que par Simba en fait. Elle arrive à aucun moment à avoir un petit moment pour elle où elle arrive vraiment à prendre des décisions d'elle-même ou à vraiment avoir un poids dans l'histoire d'elle-même. Et je sais pas, à la fin, quoi, elle participe juste au combat contre les hyènes, mais c'est tout. Hein, c'est juste un perso de soutien comme les autres. Quand Simba se retrouve seul, alors qu'on le met en face de son passé sombre, quand on dit que c'est lui le responsable de son père, elle est comme tous les autres, elle reste passive en disant oh. Alors que oui, on aurait pu jouer là-dessus en disant que non, je vais pas laisser faire ça, je vais croire en Simba malgré ça. Et peut-être que j'aurais pu être utile pour le faire avancer. Vous voyez, elle aurait pu avoir plusieurs occasions de vraiment briller. D'autant plus qu'elle avait de quoi. Hein. Elle s'est montrée à plusieurs reprises supérieure à Simba en combat, mais non. Donc, ouais, je trouve qu'il est assez caché en soi, ce personnage, sur le principe. Elle est attachante en termes de personnalité, mais en termes d'histoire autour d'elle, on lui donne pas assez d'importance pour vraiment briller. Donc, ouais, pour moi, elle mérite pas cette quatrième place à cause de ça. Ensuite, nous avons Jen de Tarzan. En termes d'alchimie de couple, c'est peut-être le meilleur avec La Belle et la Bête. À mettre de sa part, Jane est un peu le stéréotype de l'anglaise, c'est amusant. C'est l'anglaise distinguée, tout ça. Et, par rapport au monde sauvage, ça fait un contraste. Et je trouve là pour le coup que c'est le développement dans la série qui est presque plus intéressant que dans le film. Hein. On la voit peu à peu évoluer vers elle apprivoise ce monde sauvage. Et je trouve ça vraiment très intéressant.
J'adore ce personnage, je trouve que c'est un personnage de demoiselle en détresse bien géré. Vraiment, parce que oui, toutes les femmes n'ont pas à être super fortes, de savoir se battre, mais elle fait avec ce qu'elle a, elle essaie de participer à sa façon dans le film, du mieux qu'elle peut. Comme je l'ai dit, son couple avec Tarzan est ultra mignon, super trognon, je les adore, tous les deux ensemble, ça passe nickel. Et elle essaye d'avoir des initiatives, hein. Elle essaye d'aider un petit peu, même dans le combat contre les hommes de Clayton. Et dans la série, je trouve qu'elle est magnifiée un petit peu, parce que vraiment, elle essaye de plus en plus de prendre des responsabilités, d'aider Tarzan, de se faire à cette nouvelle vie de jungle qu'elle a décidé de choisir pour vivre avec son amoureuse. C'est un super sacrifice de sa part. Honnêtement, je la trouve très forte, ce personnage. Et c'est pas pour rien qu'elle est deuxième, hein, vraiment. Hein, je peux pas jouer à grand chose entre la première et la deuxième pour moi, hein, dans cette liste. Et ouais, j'adore Jen. Je trouve qu'elle aurait mérité de même un tout petit peu mieux placée. Parce que voilà, la deuxième, c'est Jasmine, avec très peu de voix d'éclat. Ça s'est joué à 3 fois rien. Waouh! Les deux premières que j'ai choisies sont des personnalités fortes, et c'est ça que j'aime. Elle se démarque quand même du statut du carcan, du statut d'amoureuse bateau ou d'amoureux. Hein. Je précise, c'est pas exclusivement réservé aux femmes. Dans les Disney, pendant longtemps, on a eu des personnages d'amoureux qui servaient un peu à rien, juste à être un peu le trophée de chasse, si je me permets l'expression, du héros. Mais là, bien, avec Jasmine, on a quand même une personnalité forte. On voit qu'elle résiste quand même à Aladdin, à ses mensonges. Au final, elle cède, mais bon, on espère tous à la fin que ça se passe comme ça. Et donc voilà, très bon personnage, de par notamment son extériorisation de ce milieu, enfin de ce personnage d'amoureux. Voilà, elle sort un peu de l'habitude. J'en ai déjà parlé, je trouve qu'elle a de très bons moments très forts de personnage et de moments un peu trop cruches. Il y a une espèce elle alterne entre les deux. Des fois, je suis tellement pris derrière ce qu'elle veut faire, ses convictions. J'adore ce personnage. Des fois, je la trouve tellement cru. Je sais pas, le moment où elle croit bêtement le mensonge d'Aladin. Non, j'ai pas pu. Voilà, mais bon, c'est les bons moments qu'on pense assez largement les mauvais. Comme je l'ai dit, tout le passage où elle essaye de blouser Jafar est excellent. De tension, de manipulation, j'ai trouvé ça très bon. Et bien entendu, elle est sexy, hein, c'est le petit bonus. Donc, ouais, je peux pas nier que c'est un bon personnage. Pour moi, il mérite pas tout à fait d'être à cette place, mais ouais, elle a pas complètement volé cette place. Et enfin, le numéro 1, sans grande surprise. Très bon personnage, fille forte. Et là, pour le coup, elle résiste vraiment encore plus que Jasmine au charme d'Hercule. Et je trouve que la transition, j'en ai déjà parlé quand on a fait les meilleures chansons d'amour, la transition qui est opérée par la chanson Jamais je n'avouerai est vraiment bien mise en scène. Voilà, on voit que finalement, peu à peu, elle cède. Et je trouve que cette romance vraiment est très très bien amenée. Mais c'est surtout le personnage de Meliara qui est intéressant, que je trouve d'ailleurs bien plus intéressant que le personnage d'Hercule pour ma part. Comme Hugo, je me suis déjà étendu sur le personnage. J'aime beaucoup son passé torturé, son côté très cassant, la rend à la fois drôle, mais qui aussi appuie tout son côté désabusé, qui la rend aussi très touchante. Elle forme un couple très joli avec Hercule, parce que ce sont vraiment deux personnalités très différentes et qui se clashent un petit peu, mais qui se complètent très bien, d'une façon très, très originale. J'aime beaucoup ce personnage. Je trouve que c'est le deuxième meilleur personnage du film après Hadès, parce que Hadès est tellement génial. Mais ouais, Megara est déjà excellente en soi, et elle mérite totalement cette place. Il n'y a pas photo, elle est loin devant les autres. Tout le monde est d'accord là-dessus. Si elle avait été parmi les héroïnes, elle serait très certainement dans le top 10, facile aussi. Donc ouais, hein, elle sera dans le sondage final sans problème, elle le mérite amplement. À très bientôt pour de nouveaux sondages. Je sais pas, faut voir avec Mayolek, mais d'ici peu, je ne sais pas si ce sera le mois prochain ou dans plusieurs mois, vous verrez un nouveau type de sondage apparaître. On a encore pas mal d'idées. Et ça va durer encore quelques mois. Tant que la mobilisation sera là, on continuera. Le sondage se termine ici. Merci à vous d'avoir été aussi nombreux à participer. Merci à Hugo, comme d'habitude, pour tout le travail qu'il fait. Je vous donne rendez-vous à très bientôt pour la prochaine annonce de sondage. À très bientôt. Bye!